Donc vous créez un document format A4 vertical. En RVB. Si vous avez oublié de le faire, le RVB, au moment où vous créez le nouveau document, vous allez bien sûr dans Menu, Fichier, Mode colorimétrique du document et sur Couleur RVB. Alors, vous allez prendre le crayon et vous allez dessiner une poire rapidement. Voilà, une espèce de poire. Vous savez que les poires, ça peut avoir un peu toutes les formes. Donc, la mienne n'est pas très régulière, mais ça passe. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'ai fait une forme fermée, donc je suis revenu avec le crayon là où j'avais démarré. En supposant, et là j'annule, que vous n'ayez pas fait une forme fermée, comme ça, vous devez reprendre. Voilà. Alors surtout, c'est une poire, n'y voyez pas des choses bizarres. Hein, parce que... Moi, c'est mort, hein. Ah. Au moins, ça met l'ambiance, la bonne humeur. Eh ben, moi, c'est mort alors, hein. Alors, vous enregistrez ça dans le dossier Intro 2 Illustrator. J'ai mis poire illustrative. Je vais appeler ça poire-01. Oh, voilà. Alors, on va mettre un dégradé dedans. Donc, vous pouvez activer déjà, en ayant l'objet qui est sélectionné, vous mettez la case de fond à l'avant-plan et vous pouvez activer ici le dégradé du noir au blanc. Ensuite, on va aller dans la palette dégradé pour créer un dégradé du rouge vers le vert. Donc ici, barre d'espacement, je bouge la poire sur le côté là, parce que la palette dégradée va arriver. Et je lui fais de la place. Et donc, menu fenêtre, dégradé de couleur, ben, elle est déjà sur l'écran chez moi. Voilà. Donc voilà, l'objet est sélectionné. Vous avez à double-cliquer sur les échantillons ici, de manière à faire apparaître le système de création de couleurs. Alors, oui, il y a le nuancier, il y a la pipette. On va créer la couleur au départ de rien. Ça vous propose de créer du noir, mais on va aller ici dans le petit menu, demander de créer une couleur RVB. Voilà, et vous choisissez, vous faites du vert. Voilà, du vert. De l'autre côté, même chose, on double-clique. Même chose, dans le petit menu, on dit qu'on fait une couleur RVB. Et on va plutôt faire donc du rouge. Ah oui, il est possible d'aller puiser là en dessous, si vous pensez que ça peut aller plus vite que de jouer avec les curseurs. Alors à propos de ces curseurs, il y a quelque chose d'intéressant à connaître. Que vous soyez en train de créer une couleur RVB ou CMJN, quand vous avez trouvé, à votre sens, vous pensez que vous avez trouvé la bonne couleur, vous pouvez modifier la luminosité de la couleur. En enfonçant la touche Shift, vous la gardez enfoncée et vous bougez les curseurs et vous êtes en train de modifier la luminosité de la couleur que vous aviez trouvée. Ça, c'est la bonne astuce. La touche Shift pour bouger les trois curseurs en même temps, comme vous voyez, c'est la luminosité. Bon. Il n'est pas obligatoire que les couleurs soient les bonnes dès le départ. Hein. C'est pas très grave, on pourra modifier ça par la suite. Alors, le dégradé, ce serait peut-être intéressant de le faire radial.
Éventuellement, on peut voir l'inversion des couleurs. Mais non, finalement non. Je garde le vert à l'extérieur. Avec l'outil dégradé, vous allez pouvoir repositionner. Voilà. Ah oui, on peut même bouger ceci. L'annotateur de dégradé peut être bougé en principe. Mais je ne sais même plus comment on fait, tiens, finalement. Ah oui, c'est en le prenant par sa barre. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. En prenant par sa barre, là, on peut le repositionner éventuellement. Oui, en fait, on retrouve là, sur l'annotateur de dégradé, on retrouve tout ce qu'on a ici, en fait, hein, dans la palette dégradée. Alors, on fait du graphisme, on peut lui mettre un contour. Donc, elle a déjà un contour, en fait. Si je clique à côté, oui, on voit qu'il y a un contour noir, mais on va lui mettre un contour différent. Donc, l'objet est sélectionné. Casse contour à l'avant-plan. Voilà. Alors, palette contour, menu fenêtre contour. Elle était déjà sur l'écran en fait. Voilà, et on peut lui mettre un contour. Laissez-le à cheval, c'est pas grave ici qu'il soit. C'est pas grave qu'il soit à cheval sur le tracé, qui ne soit pas à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors au niveau de la couleur, on peut aller dans le nuancier, menu fenêtre nuancier, et aller créer une nouvelle couleur, nouvelle nuance pour le contour donc. Ok. Alors, au niveau du nom, vous pouvez lui donner un nom spécifique. Oui, ou contour de la poire, je vais être plus spécifique ici. Voilà, donc on peut lui donner un nom. Sinon, ça prend le nom des valeurs RVB. Donc, sachant que ça pourra être modifié par la suite, bien sûr, vous mettez une couleur. OK, voilà. La couleur est là. Alors, que l'objet soit sélectionné ou pas, en principe, si on modifie cette couleur, ça devrait modifier tous les objets qui utilisent cette couleur. Bon, regardez, la flèche noire, je clique à côté de l'objet, il n'est pas sélectionné. Donc, en principe, je ne peux pas modifier l'objet. Mais, étant donné que la couleur qui a été créée est une couleur globale, vous avez un petit triangle blanc ici qui vous l'indique. Vous avez tout ça, je suppose, quand vous avez créé la couleur. L'option couleur globale était cochée. Eh bien, étant donné que c'est une couleur globale, ça veut dire qu'il y a un lien entre la couleur du nuancier et tous les objets qui utilisent cette couleur. Et donc, logiquement, si je double-clique sur la couleur et que je modifie, il y a même la case aperçue qu'on peut cocher pour voir. Voilà. Eh bien, ça se modifie sur l'objet, vous voyez, alors qu'il n'est pas sélectionné. Ça, c'est quand vous créez une nouvelle couleur, une nouvelle nuance. Il y a ici l'option globale qui est cochée. C'est ça l'option globale et c'est super intéressant. C'est un lien entre la couleur du nuancier et le ou les objets qui utilisent cette couleur. Donc, ça veut dire concrètement que quand vous faites une illustration, si vous utilisez des couleurs globales, vous n'êtes pas obligé de choisir dès le départ les bonnes couleurs. Ça peut être des couleurs en attendant, des couleurs un peu pourries, l'harmonie de couleurs n'est pas bonne. Et puis, quand votre illustration est faite, vos objets sont faits, vous pouvez régler le problème des couleurs. C'est une manière de faire, voire même faire des variantes de l'illustration, des essais. Tiens, voilà, j'ai une illustration avec plein de bleus. Qu'est-ce qui se passe si à la place des bleus, je mets des rouges
Voilà. Ça, c'est assez génial. Et si vous avez oublié de faire une illustration en utilisant des couleurs globales, c'est pas grave parce qu'il y a une possibilité de transformer toutes les couleurs d'une illustration en couleurs globales et donc de bénéficier de ce système. On va faire le test, vous allez voir, on va créer un petit texte à côté de la poire, sous la poire. Voilà. D'abord, on va peut-être enregistrer parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. Après, on va s'occuper du contour et vous allez voir qu'avec le contour, on va faire quelque chose de graphiquement intéressant. Parce que pour l'instant, il n'est pas très graphiquement intéressant. Alors, au niveau du texte, on va directement tenter un texte qui va être sur un demi-cercle. Donc, sous la poire, là, vous allez créer un demi-cercle. Je vous rappelle qu'il faut prendre l'outil ellipse. Avec la touche majuscule, il faut tracer. Ça fait un vrai cercle. Oui, ça a pris les caractéristiques du dernier objet sur lequel on a travaillé au niveau des couleurs. Donc on va enlever la moitié supérieure du cercle avec la flèche blanche. Vous cliquez à côté, puis vous venez cliquer sur le point du dessus et touche suppression du clavier. Vous vous retrouvez avec un demi-cercle. Voilà. Et alors, parmi tous les outils ici pour faire du texte, il y en a un qui est le texte curviligne. Vous allez pouvoir entrer dans le menu, aller sur la barre verticale, comme ça vous avez tous les outils texte qui existent. Celui-là, on va l'utiliser plus tard. Celui-là, on pourra l'utiliser, oui. Par contre, ceux-ci, on ne va pas les utiliser, ces deux-ci. Le texte vertical, ça c'est très mauvais en fait. Il ne faut pas utiliser ça, à moins que vous ayez une très bonne raison, mais en graphisme, c'est une faute d'utiliser le texte vertical comme ça. Regardez ce que ça donne. Vous pouvez essayer, d'ailleurs. Vous pouvez essayer, vous prenez ça, vous cliquez, et voilà ce que ça donne. Vous avez déjà un faux texte qui arrive là, et vous pouvez écrire quelque chose. Ça se voyait avant des enseignes comme ça, verticales dans les rues où il y avait le nom écrit comme ça. C'est ce qu'on appelle le texte à la chinoise, mais encore une fois, peut-être pour des raisons pour des raisons de politiquement correct, ils ont changé le nom, ils appellent ça texte vertical maintenant. Mais ceci dit, il n'y avait rien de négatif à dire que c'était du texte à la chinoise. C'est simplement parce que les Chinois écrivent de haut en bas comme ça. Voilà. Mais donc, ne faites pas ça. C'est une faute en graphisme. C'est très peu lisible. C'est ça le problème, c'est que c'est peu lisible. Donc ça fait partie des choses qui se faisaient avant et qui maintenant ne se font plus. On dit qu'il ne faut plus le faire. Est-ce qu'on vous l'avait déjà dit de ne pas faire du texte comme ça? Non. Pas encore. Donc voilà. Maintenant, il y a toujours l'exception. Je sais que je ne dois pas faire du texte comme ça, mais pour ce projet-là, c'est génial ce texte, il faut absolument le faire comme ça. Ben oui, dans ce cas-là, voilà, c'est pour ça que l'outil est là. Ok. Donc, avec la flèche noire, il est sélectionné, touche suppression, c'était juste pour montrer. Alors, ce qu'on va utiliser ici, c'est le texte curviligne. Alors, on aurait intérêt parce que Ah oui, tiens. Vous avez toujours votre cercle? Oui. Bon, moi, j'ai dû l'effacer. Je vais faire commande Z. Oui, là, j'ai fait commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC parce que mon cercle était sélectionné en même temps que le texte, alors je l'ai supprimé. Donc, c'est pas bon. Donc, du coup, je prends la flèche noire, je clique à côté, je clique sur le texte. Il n'y a que lui qui est sélectionné, pas le cercle. Je touche suppression, voilà. Alors, j'en étais à dire que... Ben oui, je vais travailler sur le cercle. Je vais peut-être le sélectionner, justement, d'ailleurs. Allez-y, s'il n'est pas sélectionné, sélectionnez-le avec la flèche noire. Puis, outil, texte curviligne. On va s'approcher sournoisement. Voilà, on va cliquer. Voilà. Le cercle a perdu ses
couleur et on a du texte qui est dessus. Bon, je vais taper poire. Voilà. Poire de la soif. Ah oui, il y a un petit signe plus qui est apparu pour indiquer qu'il y a du texte en excès. Il n'y a pas assez de lignes pour montrer la suite de la phrase, mais la phrase, elle est réellement là. Ça, c'est ce qu'on appelle le texte en excès. La petite croix rouge. Ah ouais. Alors, on va bouger le texte avec la flèche noire. Et là, je vais quand même zoomer parce que ça devient petit sur l'écran. On va pouvoir bouger. Et pour ça, vous allez prendre par ici, par la ligne verticale au centre. Et vous le faites défiler. Alors, vous allez faire aussi passer de l'autre côté, toujours avec cette ligne. Faites-le passer de l'autre côté, comme ça, voilà. Alors, toujours avec la flèche noire, vous allez prendre la ligne verticale ici, de droite, et l'agrandir pour faire apparaître tout le texte. Voilà. Vous l'avez fait comment? Ah mais j'ai même pas marqué tout le texte en même temps. Vous avez fait comment? Voilà. Bon, il n'est pas centré. C'est pas obligatoire qu'il soit centré, mais on va quand même le faire. Alors, vous avez dans la palette de contrôle qu'on avait fait apparaître. Dans la palette de contrôle qu'on avait fait apparaître précédemment en allant dans le menu Fenêtre Contrôle, vous avez le raccourci, c'est toujours contextuel en fonction de l'outil qu'on est en train d'utiliser, vous avez certaines choses, et alors vous avez ici le centrage qui est là, qui se trouve en réalité dans la palette caractères, menu Fenêtre, Texte, Caractères. Faites-la apparaître aussi, tiens, la palette caractères, menu Fenêtre, Texte, Caractères. Et vous allez pouvoir agrandir la taille. Voilà. À un certain moment, il va falloir repositionner. Vous pouvez repositionner la petite barre de gauche et celle de droite. Et puis celle verticale, voilà, pour bouger les deux. Celle du milieu, je veux dire, pour bouger les deux en même temps. Donc j'ai dû jouer sur la barre de gauche, la barre de droite pour agrandir, pour que le texte à, dans mon cas, 30 points, soit visible. Et puis, barre verticale du centre ici pour bouger le tout. Et c'est comme ça que vous faites des packaging style camembert ou boîte de caviar ou tout. Voilà, du texte qui est écrit en suivant une ligne comme ça. Comme ça, vous avez vu comment ça fonctionne. Et vous pouvez lui mettre une couleur, la couleur que vous avez mise sur le contour. Ah, pas comme ça. Là, je viens d'appliquer la couleur sur le texte et ça est arrivé sur le contour du texte. C'est pas du tout ce que je veux. Donc, ce que je vais faire ici, c'est cliquer sur la flèche ici pour inverser, pour dire que la couleur qui est sur le contour va aller sur le fond. Voilà. Puis, quand le contour est à l'avant-plan, je dis pas de contour. Voilà. Voilà, ça c'est ce que je voulais. Et alors oui, la police de caractère, vous pouvez la modifier. Vous pouvez positionner le pointeur dans, ici, l'indication de police. Avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous pouvez passer en revue les polices. Et vous voyez directement derrière ce que ça donne. Mais il va falloir sans doute aller dans le menu ici, le menu des polices, dans la palette caractères, aller choisir la police qui vous convient. Alors en principe, la police, on l'a choisie en fonction du message qu'on veut faire passer. C'est pas juste parce qu'on trouve que la police de caractère est jolie, mais vraiment, il y a toute une connotation à une époque, à une industrie. Avant de choisir une police de caractère, quand vous faites un produit de communication, quand vous faites une affiche ou quoi, il faut aller voir quelles sont les habitudes
qu'est-ce qu'on utilise d'habitude dans le métier pour ce type de produit, dans cette industrie-là. Comme ça, vous allez un peu voir parce qu'il y a plein de références, quoi. Et les gens le perçoivent de manière non consciente, la référence. Voilà. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire passer comme message. Ici, c'est un peu technologique et froid, par exemple, cette police-là. Voilà. Il y en a d'autres, voilà. Ça, c'est plutôt référence au XVIIe siècle, les rois de France, etc. L'écriture un peu comme on le faisait manuellement anciennement. Voilà, vous avez des polices qui sont un peu trop vues, peut-être celle-là, ce genre de police. Vous avez des polices plus script, j'en ai vu passer une tout à l'heure, qui fait un peu pot de confiture, hein, les polices comme on voit sur les pots de confiture, les caractères comme on voit, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment vous qui devez choisir la police et pas n'importe comment. Enregistrez le document. Alors, la police que vous avez choisie, finalement, est-ce qu'elle a des variantes? Est-ce qu'elle est en bold? Ah ben celle-ci n'a pas de variante. Donc typiquement c'est habituel. Quand vous avez des polices très graphiques qui sont très dessinées, vous n'allez pas pouvoir dire que vous voulez une version plus épaisse ou italique, voyez penché, ça n'existe pas. Donc dans ce cas-là il faut ruser. Et donc dans ce cas-là peut-être que si je trouve que cette police est intéressante mais que je la voudrais plus épaisse, je peux mettre un contour de la même couleur que le fond. C'est ce qu'on appelle le faux gras, F-A-U-X, gras. Donc le gras, c'est l'épaisseur. Et le faux gras, pourquoi faux? Parce qu'il n'existe pas, le concepteur de la police ne l'a pas prévu vraiment, une version plus grasse que celle qu'on a là. Vous voyez, dans le petit menu ici, ça n'est pas disponible pour la police que j'ai choisie, et c'est pas étonnant. Eh bien, je vais pouvoir aller choisir une couleur pour le contour. Et voilà, ça épaissit la police. Alors voilà, vous allez pouvoir prendre avec la flèche noire l'arc de cercle et le positionner. Il peut être tourné aussi. Vous voyez, je le positionne là sur le bas de la poire. C'était un peu l'idée au départ, mais vous aviez sans doute compris. On peut le tourner avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Et avec l'outil de transformation manuelle, on peut aussi agrandir éventuellement. Donc on ajuste. Donc avec la touche Shift enfoncée, je lâche le bouton à souris, puis la touche Shift, je repositionne, je tourne. Voilà. Déjà des petites choses sympathiques. Bien sûr, on aurait pu faire en sorte que ça suive la courbe exacte de la poire, mais c'était pas vraiment le but ici. N'oubliez pas d'enregistrer le document. Et alors, nous avons donc la couleur globale qui est utilisée à la fois sur le contour de la poire et sur le texte. Et donc, vous allez voir que si on modifie la couleur globale dans le nuancier, ça va modifier les deux en même temps. La poire, enfin son contour, et le texte. Vous pouvez, avec la flèche noire, cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous pouvez double-cliquer sur la couleur globale qui est ici. La case aperçue, vous pouvez la cocher. Jouer avec les curseurs. Et voilà. Donc vous avez en principe sur le texte la même couleur que sur le contour. Et c'est la couleur globale. Si vous n'avez pas encore fait la couleur globale, il est encore temps de le faire.
Voilà. Par le menu nuancier, nouvelle nuance, il faut que global soit coché. Voilà, vous faites une couleur globale et puis vous allez, voilà, par exemple comme ça, je vais faire une couleur globale, pas trop clair parce que pour le texte quand même, il faut qu'on voit. Ok. Là voilà, et vous allez la mettre sur le contour et la mettre sur le texte. Et sur le texte, vu qu'on a fait du faux gras, à la fois sur le contour du texte et le fond du texte. Voilà. Alors on a vu tout à l'heure, hein, il y a un petit piège. Chez toi, on a vu qu'il y a un petit piège. Tu avais la poire qui était activée, chez toi, et la case de fond était à l'avant-plan, avec un dégradé dedans. Et quand on demandait dans le nuancier de faire une nouvelle nuance, ça met ça. Voilà. Ça mettait ça. Donc, oui. Et même si l'objet, on le désélectionne, ça continue à faire ça. Donc ça, c'est une caractéristique de Illustrator, c'est un piège. C'est parce que dans la case de fond, on a un dégradé. Il suffit de mettre en avant la case contour qui n'a pas un dégradé, et là, on arrive à faire une nouvelle nuance. Voilà, avec les curseurs comme il faut. Donc, c'est un piège. Et Illustrator n'est pas un logiciel facile, donc quand vous travaillez dans Illustrator, vous allez parfois caler. N'hésitez pas à aller sur des forums, sur le web, poser des questions, voir pourquoi ça cale, et aussi bien sûr parler à vos camarades qui vont pouvoir vous aider peut-être parce qu'ils ont eux-mêmes rencontré ça, ou qui vont se souvenir que le formateur à 9h29 a parlé de ça, mais vous en souvenez pas. Voilà, ça c'est le genre de choses. Bien, donc quand vous n'avez aucun objet sélectionné et que vous double-cliquez sur la couleur, ça modifie la totalité avec la case aperçu cochée. Vous allez le voir directement derrière, et ça c'est pas mal. Alors, le contour de la poire, qui est assez infographique pour l'instant, ce contour. Il est régulier et voilà, il fait tout le tour. Eh bien, on va travailler un peu sur lui. Vous sélectionnez la poire. Vous allez dans la palette Aspect, qui est une des palettes vraiment les plus importantes de Illustrator. Menu fenêtre Aspect. Elle est là. Et une première chose à faire, c'est de faire passer le contour en dessous du fond. En prenant le contour ici par la droite de son nom, on le déplace sous le fond. Voilà. Et là, vous allez remarquer que la moitié du contour est sous le fond. Il n'est pas visible. Alors, si vous modifiez l'opacité du fond, vous devriez logiquement voir la moitié du contour qui actuellement n'est pas visible, vous devriez la voir apparaître. N'hésitez pas à zoomer pour bien voir ça. Donc, votre objet est sélectionné. Si vous cliquez sur opacité ici, vous diminuez l'opacité du fond. Voilà. Logiquement, voilà, la moitié du contour qui n'était pas visible redevient visible. Ça peut parfois être intéressant comme effet spécial. On va le laisser comme ça, sachant qu'on peut le remodifier par la suite. Mais donc, on a une poire transparente, là. On a une poire transparente. Si d'autres objets vont en dessous, on verra qu'elle est transparente. Mais on peut résoudre le problème en mettant un deuxième fond blanc en dessous, là. C'est vraiment génial. La palette Aspect, c'est comme une espèce de mini palette décalque qui concerne les fonds et les contours qu'on met sur un objet. Alors, quelque chose qui va être intéressant, c'est de bouger le contour. Vous indiquez que vous travaillez non seulement sur cet objet, mais plus spécifiquement sur le contour. Et vous allez
mettre un effet. Alors pas un effet de décalage comme on a fait l'autre jour qui éloignait le contour de l'objet, mais un effet de déplacement. Alors vous allez dans Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Et là, vous avez la case aperçue, bien sûr, qui est cochée. Et les deux curseurs qui nous intéressent ici, c'est déplacement horizontal et vertical. Vous pouvez jouer avec ça. Et vous voyez que vous obtenez un effet plus graphique déjà. Ça peut vraiment être intéressant. Il va peut-être falloir épaissir le contour, si ça vous dérange qu'il y ait du blanc qui apparaisse. Voilà, et ça donne des choses graphiques et ça peut être sympathique, ce genre d'effet. Si à un certain moment vous voulez modifier le déplacement du contour, bien sûr, il faut sélectionner l'objet et aller cliquer sur Transformation ici. Et du coup, vous allez pouvoir replacer. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer. Alors on va faire la queue de la poire là. Donc dans la palette des calques, ce serait peut-être bien d'aller verrouiller les objets, surtout la poire, puisque je vais aller travailler tout près là. Première chose, je vais me débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite là, parce que ça commence à devenir le fouillis. Donc c'est Shift Tab. Ensuite, menu fenêtre calque. Je vous rappelle que dans la palette des calques, vous pouvez avoir des vignettes plus grandes si vous voulez. Vous allez dans le menu de la palette des calques, dernière ligne, option de panneau. Ici à Autre, vous indiquez 80. Mais il n'y a pas d'obligation, vous pouvez travailler avec une palette des calques avec des petites vignettes. Donc j'ouvre le calque. Je verrouille la poire. Et je vais aller dessiner la queue de la poire. Ça ressemblera un peu plus à une poire comme ça. Et alors on va utiliser pour la première fois la plume, qu'il faut quand même connaître parce que c'est l'outil vraiment de base de Illustrator pour faire des tracés, la plume. Et on va l'utiliser très simplement ici, juste pour faire une droite un peu courbe. Non, je veux dire un segment courbe. Oui. Donc vous avez la plume. Si à la place de la plume, c'est une croix comme ça, quand vous l'amenez sur le document, c'est que la touche verrouillage majuscule, la touche Caps Lock est enclenchée sur le clavier. Ça n'a aucune influence sur le fonctionnement de l'outil, c'est ce qu'on appelle l'outil précis. Vous avez ça aussi dans Photoshop. Donc si votre touche verrouillage majuscule est enclenchée, vous avez le pointeur précis. C'est un truc habituel sur les forums. On voit des débutants dans Photoshop qui envoient des messages. Mon Photoshop bug. Quand je prends un outil, c'est une croix à la place de l'outil. Eh bien, c'est bêtement ça. Ah oui, et en plus, souvent, ils ajoutent « Et bizarrement, de temps en temps, ça marche, et de temps en temps, ça marche pas. » Ben oui. Alors, vous allez cliquer, sans bouger la souris, à l'endroit où vous voulez que la tige de la poire démarre. Voilà. Vous avez mis un point. Et sans enfoncer la souris, vous allez plus loin.
Il n'y a pas de nouveau calque ici, hein. C'est un nouvel objet qui vient de se créer dans le calque. Donc, sans enfoncer le bouton souris, vous allez plus loin, et vous allez enfoncer et garder enfoncé et bouger. Et là, vous avez une tangente qui apparaît, et vous déterminez la forme que vous allez donner à la queue de la poire. Voilà. On lâche le bouton de la souris, c'est bon, on peut réenclencher la flèche noire, on est sorti de la création à la plume. Voilà, on a donc 2 points d'ancrage. Premier point d'ancrage ici, deuxième point d'ancrage ici, et 2 poignées de tangente. Et pour bouger tout ça indépendamment, c'est la flèche blanche. On clique à côté, on vient cliquer dessus, on bouge le point ici, on bouge le point là. On tourne les tangentes comme il faut. Voilà. Vraiment, première approche. Ah, il y a un fond en fait. Oui. Forcément, il a pris les caractéristiques du dernier objet, mais on va lui donner une couleur différente. Donc, au niveau de la couleur, je vais déjà enlever le fond et mettre une couleur de contour différente par le nuancier, menu fenêtre nuancier. Ok, on va faire comme ça. Donc l'épaisseur, bien sûr, l'épaisseur de ce segment par la palette de contour. Et alors ici, on va voir quelque chose d'intéressant, c'est transformer cet objet qu'on est en train de voir là, cet objet, cette espèce de rectangle courbe, il est créé par un segment avec une épaisseur. Eh bien, on va le transformer en un vrai objet, comme si on avait dessiné cet objet brun. Menu Objet, décomposer. Objet décomposé. On vous propose de décomposer le fond et le contour, mais il n'y a pas de fond, c'est le contour qui va être décomposé. Vous cliquez sur OK, et donc, vous avez maintenant un vrai objet, et ça peut être vraiment pratique parfois. Donc, plus de possibilité de modifier l'épaisseur du contour sur cet objet, bien sûr. Je veux dire, la largeur là, ça ne se modifie plus. Par contre, vous allez pouvoir faire certaines choses sur cet objet. Notamment, avec l'outil de déformation, vous allez pouvoir aller le modeler. Et donc, derrière l'outil largeur ici, vous avez l'outil déformation. Vous prenez l'outil déformation. N'hésitez pas à bien zoomer sur votre objet là pour travailler. Alors, l'outil déformation, vous voyez qu'il est super grand. Si on essaye de déformer en cliquant et en bougeant, voilà, ça peut donner un truc bien, mais là, j'annule. Enfin, vous voyez, l'objet qui est sélectionné se déforme. Mais si on veut être plus précis, il va falloir double-cliquer sur l'outil de déformation pour faire apparaître ces options. Et là, vous allez pouvoir décider du diamètre de la brosse de déformation. Par exemple, ici, je vais essayer 5 à la place de 35. 5 en largeur, 5 en hauteur. Voilà. Et là, quand je vais déformer, c'est quand même un peu plus précis. Et si vous voulez, vous allez pouvoir essayer la même chose sur la poire, pour la remodeler. Oui, on avait vu que pour remodeler un objet, on peut revenir au crayon dessus, mais il y a aussi cet outil de déformation qui peut servir.
Donc la poire, il va falloir la déverrouiller dans la palette des calques, la sélectionner par sa petite cible ici, par exemple, double-cliquer sur l'outil déformation pour aller mettre un diamètre plus grand. Et voilà, et on peut aller modeler. Mais dans ce cas-là, c'est trop petit, ça fait des choses bizarres. L'outil déformation est peut-être un peu trop petit. Enfin voilà, ça a quand même pas trop mal fonctionné, ça va. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps sous un nom différent. Ok, je vous montre rapidement quelque chose. Vous allez essayer après. Si vous voulez que votre poire soit luisante, brillante, ben là je vais aller verrouiller les objets là, pour éviter de travailler sur eux. Je vais aller prendre un cercle, comme ça, dans lequel je dois avoir aucune couleur de contour et un dégradé dans le fond, c'est bien. Je vais dans la palette dégradé, fenêtre dégradé de couleur. Je vais mettre d'un côté du blanc, donc le blanc en RVB c'est les 3 curseurs à fond, sinon j'aurais pu cliquer là-dessus, c'est bon aussi. Voilà. Je vais indiquer que ici de l'autre côté c'est aussi du blanc, mais l'opacité de ce blanc va être à 0%. Et donc vous voyez ce que j'obtiens, un dégradé du blanc vers le transparent. Voilà, et avec ça, je vais pouvoir aller positionner un effet de reflet. Alors il faudrait qu'il soit bien centré en fait. Voilà. Avec l'outil dégradé, je le trace au départ du centre du cercle. Voilà. Et voilà comment on peut éventuellement faire un effet de reflet. Avec l'outil transformation manuelle, je vais le redimensionner. Essayez de faire ça. Du blanc de chaque côté dans le dégradé. Une partie du dégradé, 0% d'opacité. Le dégradé bien mis au centre du cercle grâce à l'outil dégradé. Transformer pour repositionner et redimensionner. Voilà. Peut-être même que pour se dégrader, ce serait intéressant que l'autre échantillon qui est à 100% d'opacité ne soit pas à 100%, qu'il soit un peu à 70 ou quelque chose comme ça. Comme ça, il se mélange avec la couleur d'en dessous. Donc c'est juste pour montrer comment vous pourriez éventuellement, dans Illustrator, faire un effet de volume sur l'objet.